Prochain arrêt, Binge Audio. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Un grand plan sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, autant dire un siècle, vu la vitesse à laquelle avance notre vie politique. C'était en janvier 2024, avant la dissolution, avant Bayrou à Matignon, avant Bétaram, avant Lecornu 1, puis Lecornu 2, avant l'insoutenable feuilleton du vote du budget, bref, c'était il y a longtemps. Et Emmanuel Macron, qui gouvernait encore à peu près à l'époque, avait décidé de se focaliser sur la natalité française, d'en faire une cause de rassemblement, d'union nationale, s'inscrivant ainsi dans une longue tradition d'obsession du pouvoir pour la natalité. Une obsession que je vous propose de détricoter grâce à l'épisode qui suit, signé par ma camarade Juliette Livartowski. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Nous y sommes. Pour la première fois dans l'histoire récente de France, il y a plus de décès que de naissances. Pour retrouver un niveau aussi bas, il faut remonter à 1918. Sauf qu'en 1918, le pays sortait de l'enfer des tranchées. Aujourd'hui, en 2026, il n'y a pas de conflit armé en cours sur le territoire français. L'explication de cette baisse paraît donc, de prime abord, moins évidente. Cette question démographique, longtemps cantonnée au cercle d'experts, s'est brutalement invitée dans le débat public ces dernières semaines. D'abord avec une polémique retentissante, la classe optimum de la SNCF. Vous en avez peut-être entendu parler, ces espaces de coworking sur rail ultra productifs où le silence est une règle d'or et où l'enfant n'a tout simplement pas droit de citer. Un symbole qui a cristallisé les tensions. Presque au même moment, le gouvernement a annoncé une mesure phare de son plan contre l'infertilité. À partir de la fin de l'été 2026, une campagne va être lancée pour s'adresser aux Français à leurs 29 ans et leur proposer des mesures pour faciliter la congélation d'ovocytes. Alors, est-ce que nous sommes en train de devenir une nation child-free, sans enfants par choix, par défaut de perspective ? Ou bien est-ce le signe que nous voulons moins d'enfants, mais pour mieux les accompagner ? Pour sortir de l'angoisse et des jugements à l'emporte-pièce, nous recevons aujourd'hui Julien Damon, sociologue, enseignant à l'École des Ponts et Chaussées et auteur de l'ouvrage Les batailles de la natalité aux éditions de l'Aube. Préoccupante, mais pas alarmante, ça rime, c'est plus joli. Préoccupante parce que si le nombre d'enfants baisse, et s'il baisse, comme c'est le cas depuis une quinzaine d'années, eh bien ceci a chaque année une influence sur différentes institutions. D'abord sur le marché des couches et des pots pour bébés, ensuite sur les crèches, ensuite sur l'école élémentaire, et puis bientôt, une quinzaine d'années, sur le lycée. C'est préoccupant parce qu'il faut se réorganiser. C'est préoccupant encore parce que dans quelques années, ça posera des questions plus globales de financement de notre système de protection sociale. Alors certains s'en alarment, c'est vrai, ils disent « Ah, c'est quasiment la fin du monde, etc. etc. » Je pense qu'il faut nuancer et pondérer ce qui se passe. Quand on parle de démographie, que se passe-t-il ? D'abord, il y a quelque chose de très bien, très heureux, c'est que vous avez l'espérance de vie qui continue de progresser. Tant mieux. Deuxième chose, qui est triste humainement, mais contre lequel on ne peut rien, c'est que le nombre de décès augmente et va continuer à augmenter parce que les générations du baby-boom commencent à disparaître. Donc ça, c'est de l'inertie. Ce sur quoi on met l'accent, c'est sur la baisse de la natalité. Baisse de la natalité, c'est que chaque année, on met moins d'enfants au monde en France. On a connu un pic de natalité récemment, c'est-à-dire en 2010, il y a plus de 820 000 enfants qui sont nés en France. Cocorico, tout le monde est content. Et d'ailleurs, on n'en parle pas. Quand ça va bien, la démographie, on n'en parle pas. Et puis, depuis une quinzaine d'années, ça baisse. En 2025, vous avez environ 160 000 enfants qui sont nés. Donc, il n'est pas très dur en mathématiques pour voir qu'en une quinzaine d'années, on fait la soustraction, il y a un peu plus de 150 000 enfants en moins qui naissent, avec toutes les conséquences que ceci a et aura progressivement sur la société française. Mais pondérons.
pondérons d'abord par le fait que, deuxième cocorico, on reste les meilleurs, non pas du monde, mais des pays riches. Je crois qu'en 2025, il y a juste les Bulgares devant nous. Ah, voilà. Alors oui, c'est un argument que les critiques pondèrent eux-mêmes en disant « Ah bah oui, mais enfin quand même, on se rapproche des moyennes de pays riches, c'est-à-dire moyenne OCDE, moyenne de l'Union européenne. » Bien, mais les autres pays ne sont pas dans un état de déliquescence absolue. La baisse de la fécondité, on l'observe dans les pays riches et on l'observe dans le monde entier. Donc voilà, après on peut trépigner et estimer que la France est ultra singulière. Elle l'a été, elle conserve des singularités, mais c'est un mouvement très général qui a trait à des transformations en ions. La première chose, c'est l'éducation. L'éducation des femmes en particulier, qui les conduit à aspirer à autre chose pour se réaliser, je parle bien là du monde entier, que d'être simplement des mères nourricières. Voilà. Et donc à désirer moins d'enfants. Contraception, deuxième ion, bah oui, c'est une révolution absolument extraordinaire, disons-le quasi en souriant, mais auparavant, la maîtrise de la procréation, c'était du côté des messieurs, maintenant c'est du côté des dames. Voilà, donc ça a changé la donne. Et il y a une explication importante aussi à l'échelle du monde de la baisse de la fécondité, c'est l'urbanisation. Urbanisation, vous avez moins de place et moins besoin d'enfants d'ailleurs. Auparavant, vous avez besoin d'enfants dans les champs. Il y a un ion qui est très moderne, qui permet d'expliquer les situations de fécondité, c'est conciliation. Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. La variable la plus importante, en tout cas dans les pays riches, et singulièrement en France, c'est l'égalité professionnelle, la capacité qu'ont les hommes et les femmes de se réaliser à la fois professionnellement et familialement. Et ça, c'est une grande transformation. Alors, on peut le faire de façon très chiffrée, très sérieuse, et je vais vous le faire ainsi. Alors voilà, jusqu'aux années 80, on observait une corrélation négative entre le taux d'emploi et la fécondité. Et aujourd'hui, on observe le contraire, c'est une corrélation positive entre le taux d'emploi féminin et la fécondité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'auparavant, on observe, en comparaison mondiale des pays riches, que là où les femmes travaillaient, on faisait moins d'enfants. Là, on observe maintenant le contraire. C'est que là où elles peuvent travailler, par exemple parce qu'il y a des modes de garde encore insuffisants en France, elles peuvent exercer une activité professionnelle, qu'elles font un nombre d'enfants moins important qu'auparavant, mais qui, encore une fois, n'est pas là pour tirer le signal d'alarme. Bon, ceci dit, il faut faire un tout petit truc un peu techno sur ces affaires de fécondité et de natalité, c'est que on regarde toujours le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme une année donnée, sachant que les jeunes femmes, cette année-là, comme dit la chanson, n'ont pas eu tous les enfants qu'elles vont avoir, parce qu'elles auront des enfants plus tard. Et comme l'âge de la maternité est décalé, on peut estimer que le nombre d'enfants que conjoncturellement, en moyenne, les femmes ont cette année est inférieur à ce qu'elles auront en descendance finale. Descendance finale, c'est le juge de paix. C'est le nombre d'enfants à 50 ans qu'ont eu les femmes. Et alors là, rassurons-nous un tout petit peu. Pour le moment, les femmes en France ont plus de 2 enfants en moyenne. C'est encore une fois pour dire que la situation n'est pas catastrophique. Emmanuel Macron a parlé de réarmement démographique, qui est une formule qui a un peu choqué par son vocabulaire martial. Vous rappelez-vous dans votre ouvrage que ce champ lexical n'est pas nouveau ? Oui. Alors, c'est début 2024, donc c'est pas une histoire très ancienne, mais c'est vrai que le président de la République a évoqué dans un discours le réarmement démographique. Premier élément, si on prend tous les présidents de la Ve République, et même de la IVe République, ils ont tous eu des accents martiaux sur la natalité. Une des spécificités de la démographie à la française, c'est qu'on rattache cela beaucoup à la puissance. Sans que ce soit d'ailleurs une erreur, mais on rattache cela beaucoup à la puissance militaire. Et du général de Gaulle à François Hollande, en passant par Nicolas Sarkozy, Pompidou, enfin on peut tous les faire. C'est un sujet existentiel. Alors c'est pas faux, s'il y a personne qui vit en France, il n'y a plus de France. Enfin, en 2024, le président de la République, Macron, s'y est essayé. Peut-être s'en mord-il les doigts aujourd'hui, mais ses conseillers qui lui ont formulé cela s'en mordent-ils les doigts. Ceci dit, je trouve que ce qui est embêtant, c'est qu'on a beaucoup parlé de la formule, avec beaucoup de coquetterie sémantique à la française, mais on s'est finalement assez peu intéressé sérieusement, d'abord à ce qui avait été proposé à cette occasion, et plus largement aux voies et moyens pour s'adapter à la situation
Il y a 2 choses qui ont été annoncées. Un grand plan de lutte contre l'infertilité, je prends les mots qui ont été employés. Tout le monde peut comprendre que des parents, peut-être déjà des parents, en tout cas des gens qui souhaitent des enfants et qui ne peuvent en avoir, si on peut les aider pour les avoir, c'est quelque chose d'heureux. Donc accélérer par exemple le recours à la procréation médicalement assistée. Ceci dit, de grands plans, il n'y en a pas eu en 2 ans. Ensuite, deuxième proposition qu'il y avait derrière l'idée de réarmement démographique, c'était d'améliorer l'indemnisation du congé parental. Et donc, au bout de 2 ans de bagarre administrative et financière, est né, la formule est choisie, est né un congé de naissance. Donc on a beaucoup parlé ces temps-ci, c'est-à-dire que pendant 2 mois, le père et 2 autres mois, la mère, en tout donc cela fait 4 mois, peuvent prendre un congé parental mieux rémunéré. Et encore, techniquement, ça naît vraiment en janvier 2026 et ce sera vraiment mis en œuvre en juillet 2026. Ceci pour dire que les 2 propositions qui ont été faites, qui vaut vraiment leur fondement. Pour la première, il ne s'est pas passé grand-chose et pour l'autre, ça n'a pas été une révolution. Donc on s'est beaucoup bagarré sur un terme et on n'a pas fait grand-chose. Il y a un autre sujet qui revient souvent lorsqu'on parle de la baisse de la natalité, c'est la question du désir d'enfant. Est-ce que vous pourriez nous dire comment il a évolué au fil de ces dernières années ? Aujourd'hui, vous prenez les 18-30 ans, eh bien, 10% d'entre eux vous disent « je ne veux pas d'enfant ». Alors, vous pouvez vous dire « 10% c'est pas beaucoup, au contraire c'est terrible, c'est la fin du monde ». Mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, c'était 5%. Voilà. Encore une fois, c'est pas, vous voyez, en volume, quelque chose de considérable, mais ça double. Donc oui, ce sujet se pose, bien sûr. Et globalement, même s'il y a 1000 bagarres d'experts sur la façon dont on mesure le désir d'enfant, combien d'enfants veulent les gens, il est exact que le désir d'enfant est encore élevé en France. Même si, dans les déclarations, on pourrait appeler ça des déclarations d'intention, il baisse un petit peu. Mais c'est très minoritaire, c'est même le moins que l'on puisse dire. Et deuxième chose, que des jeunes gens aujourd'hui disent ne pas vouloir d'enfants du tout, ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas du tout. Hein. Donc le juge de paix, je le rappelle, c'est descendance finale, c'est plutôt à 50 ans. On verra. Ceci dit, c'est un choix éminemment respectable, parfaitement individuel, que de dire je ne veux pas d'enfants. Oui, alors on en voit... toujours à la jeunesse, peut-être est-ce éternel et un effet d'âge et pas de génération, là, pour le dire de façon un peu cuistre, les grands mots, individualisme, égoïsme, etc. Mettons les grands mots de côté, c'est simplement à observer que les jeunes générations ne sont pas comme les vieilles générations. Voilà, là, il faut avoir fait beaucoup d'études pour dire des choses pareilles. Enfin, en synthèse, ça n'est pas faux. Elles ne veulent pas vivre comme vivaient leurs parents. Aujourd'hui, il y a une inquiétude environnementale bien plus prononcée. Éco-anxiété, c'est pas si neuf. Les générations précédentes, alors bon, c'est pas antédiluvien, mais avant la chute du mur de Berlin, le sujet c'était est-ce qu'on va se prendre une bombe atomique sur la figure. Alors tout de suite, vous pouvez me dire, ah bah oui, mais là, Taïwan, machin, Iran, Trump, bon, boum, ok. Mais ça, c'est pas neuf. Hein. L'éco-anxiété... rattaché aux troubles géopolitiques d'une part, mais rattaché aussi aux évolutions environnementales. La pollution, c'est un sujet majeur. Quand on était dans les années 60-70, il y avait une grande crainte démographique mondiale, c'était la surpopulation. On parlait de bombe P. La bombe P, c'était pas la bombe à hydrogène H ou la bombe atomique, c'était la bombe P pour population, la surpopulation. Ça faisait peur. Quand on vous parlait des centaines de millions de Chinois, mais là, c'était, mais qu'est-ce qui va se passer, hein? Grande inquiétude sur tous ces thèmes. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a une inquiétude environnementale, en ces termes, bien plus prononcée. Et alors, les gens qui vous disent « je ne veux pas d'enfants en raison des questions environnementales », encore une fois, que dire, c'est votre position. Ceci dit, il y a deux sujets. Il y a des gens qui vous disent « je ne veux pas d'enfants parce que je ne veux pas contribuer au problème de l'environnement ». Et ça, pardon de le dire de la sorte, c'est un sujet très bourgeois, de riche, qui est de se dire « ah mes enfants, ils vont vivre comme les riches et donc ils vont pulvériser l'environnement ». Et donc, c'est pas vrai, parce que tout dépendra du mode de vie de ces enfants, qui peuvent être plus économes et qui peuvent être aussi des gens qui vont participer à la découverte sociologique de modes de vie plus frugaux ou technologiques d'instruments qui vont permettre de maîtriser l'environnement. Dire « je ne veux pas d'enfants parce que je ne veux pas polluer », est quelque chose qui est, à mon avis, discutable. Quelque chose qui est bien moins discutable d'un point de vue moral et d'un point de vue logique, c'est les gens qui vous disent je ne veux pas mettre les enfants au monde parce que
le monde est terrible. Je ne veux pas leur imposer cela. Et là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas à dire, ah bah non, tu te trompes, regarde, la vie est belle, etc. Ça n'est pas vrai. Voilà. Il y a quand même des positions, vous voyez, assez diverses. Et surtout, ça reste très minoritaire. Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous écrivez que la démographie, c'est une science un peu mystérieuse et que c'est difficile d'expliquer la décision d'avoir ou non des enfants. Vous dites par exemple que le baby-boom commence pendant la guerre et s'arrête dans les années 60, mais on ne sait pas vraiment ni pourquoi il commence, ni pourquoi il se termine. Oui, ça c'est exact. On a souvent l'impression, parce que je pense qu'on apprend ça en classe, peut-être en 4e et en 3e, baby-boom, 45 après-guerre. Non, le nombre de naissances en France commence à augmenter en 42, 43, dans une période qui peut pas être qualifiée de folichonne. Enfin, pardon, je le fais de façon un peu provocante, mais en termes de stabilité, d'inquiétude, c'était autre chose que la période contemporaine. Bien. Et puis c'est vrai que dans les années 70, c'est pas d'un coup d'un seul, mais le nombre de naissances et le nombre de naissances rapportées au nombre de jeunes gens, et de jeunes femmes en particulier, baisse. On peut se bagarrer, avoir plein d'idées, etc., etc. Mais les démographes ont au moins cette honnêteté de dire on peut pas l'expliquer totalement. Et alors, sur la démographie, c'est assez rigolo même, c'est que c'est à la fois une des sciences sociales les plus mathématisées et les plus modélisés. Et en même temps, il y a le côté mystérieux et sympathiquement humain de tout cela. C'est que la décision de faire un enfant, si décision d'ailleurs véritable il y a, en tout cas le fait de faire un enfant qui résulte de comportements personnels et de comportements conjugaux, ça garde sa part de mystère. Et c'est plutôt chouette en la matière. Pour vous, quelles pourraient être les pistes de solutions pour remédier à cette baisse de la natalité ? Est-ce que ça passe forcément par des politiques publiques ? Mon sentiment général, c'est que c'est pas en mettant des sous dans la machine étant notre système de redistribution, notre système de politique familiale tel qu'il est façonné aujourd'hui, que par miracle, ou par effet mécanique plutôt, les gens se mettraient à faire davantage d'enfants. Donc on peut regarder pan par pan de politique publique ce qu'il est possible d'imaginer. Alors, par exemple, sur le logement, même si je pense que c'est pas aussi déterminant que cela, quand bien même des gens vous disent « Ah bah oui, j'ai un problème de logement, etc. » Il faut avoir à l'esprit que les politiques publiques peuvent être très efficaces pour limiter le nombre d'enfants. Politique de l'enfant unique en Chine, ça a très bien marché. Vous aviez 2 enfants, vous perdiez votre logement. Bon, oui, là, faisiez attention. Bien. Maintenant, les Chinois, c'est une population qui vieillit très rapidement avant de devenir riche et qui décline. Ils se disent, maintenant, il faut faire plein d'enfants. Là, ça ne marche pas. C'est beaucoup plus facile de diminuer la fécondité que de l'augmenter. Ça, alors là, parce que c'est pas comme des taux d'intérêt, quoi. Ça se décide pas. Le taux de fécondité, c'est pas comme les taux d'intérêt ou le taux d'inflation, quoi, ou le taux de pauvreté même. Bien, ça se gouverne beaucoup plus difficilement. Donc, par le logement, si on interdit aux Français l'accès à leurs rêves, quand on pense à ce qu'on veut par ailleurs, qui est le pavillon, avec un jardin pour faire gambader les enfants dehors, ou les foutre dehors s'ils font trop de bruit, voilà, vous diminuez, pas drastiquement, mais enfin, vous mettez des barrières. Bon, moi je pense que dans le logement social en particulier, pour faire un peu le cuistre avec des chiffres, les locataires de moins de 30 ans, quand on était au début des années 70, représentaient 25% des locataires. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont dans le logement social ont eux-mêmes vieilli, etc. Je trouve que faire une priorité plus affirmée pour les jeunes gens, pour accéder à du logement social, ne me semblerait pas une aberration. Est-ce que ça aurait un impact élevé sur la fécondité ? Certainement pas. Est-ce que ça contribuerait peut-être à la réalisation de certains désirs d'enfants ? Probablement aussi. Voilà, donc il ne faut pas en attendre des miracles. Après, vous avez le sujet clé, un sujet absolument clé, c'est les modes de garde pour les petits-enfants. Une des raisons à ça, c'est que vous posez la question aux jeunes gens. Les jeunes gens, je sais pas, vous parlez des 18-30 ans, vous dites, quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas d'enfants ou quels sont les problèmes. Beaucoup vous disent, moi, ce que je crains, c'est de ne pas avoir de mode de garde. Alors, ils vont vous dire, je n'ai pas de place en crèche, c'est le mot qu'ils emploient, et donc, je vais pouvoir continuer à travailler, etc. Donc, ça, en termes de politique publique, on peut améliorer la situation. Il y a des actions possibles. Alors, aujourd'hui, en termes de politique publique, on appelle le service public de la petite enfance, on noie le truc avec plein de bureaucratie, c'est très bien. On peut créer des autorités organisatrices de la petite enfance. Mais l'idée, c'est que chaque parent, l'idée qui n'est pas encore réalisée, qui n'est pas dans les textes, je pense que ce serait que chaque futur parent soit assuré d'avoir un mode de garde qui lui correspond à peu près. Une assistante maternelle, une crèche, un congé parental mieux rémunéré, etc. Donc ça c'est s'il y a quelque chose à faire, voilà, c'est plutôt ça.
Après, il y a d'autres thèmes de politique publique. Notre système d'allocation familiale, par exemple, est très centré sur le 2e et le 3e enfant, au sens où il repose sur une idée qui est le premier enfant vient tout seul, le 2e, il faut faire un petit effort. Je parle là d'effort de dépenses publiques. Et le 3e, il faut vraiment mettre le paquet. Et mettre le paquet, c'est... vous n'avez pas d'allocation familiale au premier enfant en France, sauf dans les DOM. Vous avez des allocations familiales au 2e, vous avez beaucoup d'allocations familiales au 3e. Puis vous avez des réductions fiscales qui, pour le premier enfant quand même, qui sont les mêmes pour le 2e, et au 3e, les réductions fiscales doublent. Voilà, en français clair, ce qui se passe. Mais l'idée qui est le premier enfant arrive tout seul, si vous disiez, non, mais au premier enfant, il y a quand même un effort important, je pense que, d'ailleurs, ça n'est pas ce qui enclencherait des décisions. Ça donnerait une image favorable au premier enfant, voilà. D'un point de vue strictement démographique, vous parliez de l'immigration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça pourrait favoriser le taux de natalité ? Alors, justement, le taux de natalité ne bougera pas forcément beaucoup en raison de l'immigration. Quand on pense à l'immigration, sur fond de débats extraordinaires, de grands remplacements ou de créolisation et de bagarre générale à la française, je pense qu'on regarde ça du point de vue de l'équilibre de la population active par rapport à la population inactive. Ça veut dire faire venir des jeunes gens qui vont bosser et qui vont cotiser. Et oui, des jeunes gens vont faire des enfants, mais les comportements de fécondité vont devenir assez rapidement les mêmes que ceux des personnes qui sont déjà sur zone, comme on dirait les militaires, donc, en France. Donc, on ne fait pas venir des gens pour faire des enfants, et tant mieux d'ailleurs, parce que je trouve que ce serait assez étonnant, on fait venir des enfants pour rééquilibrer les comptes sociaux. Et ça pose une question plus générale, d'ailleurs, je trouve, c'est que la politique familiale à la française, elle a été motivée, c'est là le ton militaire, pour que les jeunes gens fassent des petits soldats ou des petites mamans pour faire des petits soldats. Et aujourd'hui, ça pouvait motiver dans un contexte patriotique, etc., etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ça, de point de vue collectif, en disant il faut des cotisants. Ça ne fait pas rêver que de faire des enfants pour qu'ils cotisent pour les régimes de retraite. Et pour terminer sur l'immigration, pour rééquilibrer les comptes sociaux, c'est une sorte de voie magique. Dans un contexte de haute tension polémique, et chacun ses goûts en la matière sur ce dossier, je ne sais trop ce que cela va donner. Certains vous disent c'est inéluctable, il faut davantage d'immigration, et d'autres vous disent oh là là, il faut tous les foutre dehors, ou j'en sais trop rien, etc. Alors, au-delà de la nuance sur ce dossier, répondre simplement, c'est de dire que c'est absolument pas la solution magique à ce problème. Vous insistez aussi sur l'égalité professionnelle. Ah oui. Ce que permet les modes de garde, c'est ça permet l'égalité professionnelle. D'ailleurs, c'est la clé. La clé, c'est même l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a l'égalité professionnelle, qui est un sujet sur lequel la France s'est grandement améliorée. Mais alors tout de suite, je dis oui, ceci demeure imparfait, etc. Et à juste titre. Mais ça s'est grandement amélioré. Les questions de conciliation vie familiale, vie professionnelle sont des questions premières dans les grandes entreprises. C'est plus compliqué dans les PME, il y a plus forte raison dans les toutes petites entreprises ou quand on est indépendant, etc. Enfin, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Alors après, il y a l'égalité professionnelle, mais il y a aussi l'égalité domestique. Et là, je résume cela par un bouquin qu'a fait Madame Badinter récemment, qui est un très bon petit bouquin, parce que le titre est génial. Le titre, c'est « Messieurs, encore un effort ». Et oui, moi le premier peut-être, encore que je confine, c'est ce que je pense à la perfection, mais bon, ça peut se discuter. Mais oui, les tâches domestiques, c'est quand même le gros sujet désormais. Oui, les messieurs, ils jouent avec les enfants, mais ils ne changent pas les couches, en tout cas beaucoup moins que leur conjointe, etc., etc. Mais une des raisons pour lesquelles la fécondité se casse la figure de façon beaucoup plus préoccupante que nous dans des pays très conservateurs du point de vue de la famille, parce que nous sommes, même si on peut trouver des prurites conservateurs ici ou là, on est plutôt ouverts. Les 2/3 des naissances sont hors mariage, tout le monde se fout de savoir si vous êtes en famille recomposée, etc., etc. Mais dans des pays comme très conservateurs, conservateurs comme la Pologne, par exemple, ou très très conservateurs du point de vue familial comme le Japon ou la Corée du Sud, vous ne pouvez pas avoir d'enfants sans être marié. Enfin, vous pouvez, mais si vous le faites, socialement, vous êtes fichu. Et pour les jeunes femmes qui se marient et qui ont un enfant, elles brisent leur carrière professionnelle. Donc, c'est une des explications fondamentales de la baisse de la fécondité. Vous évoquez justement les recompositions familiales et vous avez parlé de façon presque un peu provocatrice d'un service public de la rencontre. Les recompositions familiales ont un effet positif sur la fécondité. Pas dans l'absolu, mais s'il y a séparation, si les gens se recomposent, dans un couple recomposé sur 2, il y a une naissance. Et au-delà de la recomposition, le sujet, c'est
accepter les différentes formes familiales. Et en France, c'est parfaitement accepté la recomposition. Sauf que c'est très compliqué quand même. La vie recomposée, ça appelle plein d'équilibres. C'est même le moins que l'on puisse dire à l'égard des ex-conjoints qui sont aussi et qui demeureront toujours les parents des enfants. Donc c'est pas fastoche d'être recomposé. De surcroît, alors c'est là où on arrive au service public de la rencontre, c'est que vous avez 25% des familles aujourd'hui qui sont monoparentales. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'un quart des familles avec enfants, on peut même le dire encore plus précisément, un quart des ménages avec des enfants vivent seuls. Et avoir des enfants seuls, c'est plus compliqué qu'à deux. Parce que je suis en train de dire là, c'est que dans bien des cas de familles monoparentales, ce sont des femmes, pour la plupart, qui sont à la tête des familles monoparentales, qui sont la personne de faire référence, c'est ça le langage INSEE, qui vous disent moi je veux plus du tout d'aventure, ou c'est horrible, foutez-moi la paix, etc. Vous avez pas mal qui disent quand même, ce serait chouette si c'était possible. Et donc moi je plaide pour tout faire pour les personnes qui le souhaitent, aucune idée intrusive de côté de politique publique, pour permettre à tout le monde de rencontrer quelqu'un, et pour les familles monoparentales en particulier. Alors, c'est une offre de politique publique, c'est pas une obligation. Et si j'en viens à un service public de la rencontre, c'est que, oui, l'isolement est un problème. Tout le monde dit, il faut lutter contre l'isolement. Alors, vous n'avez pas un homme politique qui pourrait par exemple faire, oui, l'isolement est un problème, mais concrètement, je suis favorable à ce que, alors je le fais en rigolant, vous allez voir, les CAF, donc les caisses d'allocation familiale, les collectivités locales financent des bars, des boîtes de nuit, des aides financières et même des tutos, enfin ce que vous voudrez, tutos, pas tutos, pour utiliser les Tinder mythiques, etc. Pourquoi ? Il y a des gens qui ne savent pas faire, des gens qui ne veulent pas faire, etc. Tout faire pour que les gens se rencontrent. Ça n'est pas la politique publique de la fécondité. Ça n'aura pas un impact majeur sur la fécondité. Mais que des gens se rencontrent et s'aiment, ça peut être un chemin. Et on l'oublie. Ça commence toujours par la rencontre. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec quelques responsables politiques, et même à haut niveau, comme on dit là-dessus, quelqu'un avait trouvé l'expression « mais tu veux créer un service public de la chope ». Eh ben ouais, commençons par ça, voilà. Alors bon, j'imagine que c'est pas le mot qu'il faut employer, mais je l'emploie à dessein, et vous en riez, c'est ça qui est marrant, c'est que je trouve qu'on regarde beaucoup la politique familiale aussi de façon un peu triste, sinistre, triste, légitimement, les situations sont très difficiles. Être famille monoparentale, c'est beaucoup plus dur que d'être famille biparentale, voilà, c'est encore une évidence à rappeler, donc aider ces situations quotidiennes est de l'ordre de l'évidence, mais il n'y a pas que de la tristesse dans la politique familiale. Donc si on peut en rigoler, parce que c'est plutôt comme ça qu'on fait les enfants, je crois, plutôt avec le sourire, c'est aussi l'occasion d'innover. Merci à Juliette Livartowski et à son invité pour cet épisode réalisé par Paul Berthiaud. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.